Ça peut même devenir un exercice financier aussi de regarder là, de ce côté-là, de dire ben, où vont nos acquisitions, nos produits, combien on met dans ces acquisitions-là, comment on est structuré aussi au niveau de notre département d'achat. Donc, est-ce que c'est des achats qu'on fait de façon un peu récurrente auprès de différents fournisseurs qui, finalement, on ne se rend plus compte de l'impact ou de la stratégie, l'impact stratégique que différents achats ont sur nos produits, sur la conception de certains de nos produits, parce que finalement, on les voit comme des fournisseurs avec qui on fait affaire de façon régulière et tout ça. Bienvenue à Réussite à Pro Secrets partagés, le balado où l'on explore les stratégies, les innovations et les astuces pour transformer vos chaînes d'approvisionnement. Je suis Claudine Fife, fondatrice de Finlam, votre allié en approvisionnement stratégique, et aujourd'hui, on vous partage des secrets pour optimiser vos processus et atteindre vos objectifs. Laissez-vous inspirer. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez grandement entendu parler. On s'est rendu compte qu'il y a certains angles qui n'avaient peut-être pas été couverts, mais on va parler des hausses tarifaires sur nos exportations canadiennes. C'est un sujet qui a vraiment fait les manchettes. C'est un sujet... Peut-être vous allez considérer un sujet qui est usé déjà après seulement quelques semaines. Eh bien non. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de l'aborder avec un peu d'optimisme et aussi apporter un brin de créativité dans certaines solutions qu'on va pouvoir apporter avec toujours le défi d'atténuer cet impact-là. Et sachez qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore officiel. Donc, on en parle depuis 2-3 semaines de quelque chose qui supposément va arriver. Mais déjà, on garde à l'esprit que c'est un potentiel de possibilité qui est assez grande. Mais on va en parler aujourd'hui et j'ai quelqu'un de super dynamique pour en parler avec moi, Charles-Antoine Marcil, qui est associé directeur pour le groupe GCL. Groupe GCL, presque tout le monde au Québec doit connaître ça, à mon avis. Ça fait 40 ans que ça existe. Effectivement. Travaille avec des grandes entreprises nord-américaines, expert en logistique, en optimisation. Et ce que j'aime aussi du groupe GCL, c'est qu'ils se sont vraiment orientés sur tout ce qui est opération intelligente. On peut-tu dire ça comme ça, Charles-Antoine? J'aime le terme. On est vraiment là-dedans, que ce soit par des procédés, que ce soit par des outils. Mais Charles-Antoine Marcil, qui est-il exactement? Veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Bien, certainement. Merci de nous recevoir aujourd'hui, Claudine. C'est très apprécié. Écoute, mon parcours, moi, j'ai toujours été un passionné de la logistique, de la chaîne d'approvisionnement et aussi des technologies. Donc, c'est une combinaison qu'on voit de plus en plus. Là, tu en parlais tout à l'heure. Donc, on entend les termes d'intelligence artificielle et tout ça. C'est juste un peu, si on veut, un pas de plus. Là, mais si on regarde en arrière, effectivement, moi, ça a été toujours un peu une passion depuis mes débuts à l'école, si on veut. Et aujourd'hui, ben, c'est une combinaison qui est complète parce qu'on accompagne les clients au quotidien dans la réflexion de solutions face à des enjeux, comme tu l'as nommé plus tôt, et qui en est un qui est réel. Là. On en a vécu d'autres par le passé, puis on sait très bien qu'il va en avoir d'autres aussi dans le futur. En fait, c'est ça l'élément qui est important de retenir aujourd'hui. C'est qu'on va parler de plein de solutions, plein de stratégies potentielles pour, je dis, préserver, protéger ses marges, sécuriser certains marchés. Mais reste que ça, il faut l'envisager dans une durabilité, parce que c'est une crise. Exact. On en a eu d'autres, on va en avoir d'autres. Donc, j'aimerais qu'on adresse ce sujet-là comme étant une crise parmi de nombreuses crises et que ce ne soit pas juste une réponse à la question des hausses tarifaires, mais que ça provoque une certaine réflexion dans l'organisation, dans les entreprises, qu'elles soient PME ou plus grandes. Comment on peut faire autrement pour l'avenir, en fait, pour le futur, pour qu'on arrive à diminuer ces impacts-là potentiellement. Donc, on s'y lance. On se lance sur le sujet et sans que ça devienne trop technique, mais je pense que sur certains points sur lesquels il faut revenir. Il y a une hausse tarifaire. On a parlé de l'acier qui s'est ajouté, on a parlé de l'aluminium, et là, c'est un tarif par-dessus le tarif qu'on avait. Mm-hmm. Donc là, il y a comme un cumul de tarifs. Donc, on ne va pas rentrer nécessairement dans ces détails-là. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse, moi, c'est qu'on aborde la question du tarif sur un aspect très pratique, parce que j'ai souvent des questions sur ce sujet-là.
25% sur quoi? Hein? On est vraiment dans un monde, là, et puis en transport, en logistique, c'est un enjeu qui existe depuis toujours. Mais 25% sur quoi, Jean-Antoine? Sur la valeur commerciale? Sur le prix final? Comment est-ce qu'on fait dans une organisation pour vraiment mesurer ce que ça représente, ce 25%-là? Bien, c'est une très bonne question. Puis je pense que les gens qui nous écoutent se posent sûrement la même question également. Parce que comme tu l'as dit en introduction, on n'a pas encore les détails à 100% non plus sur ce qui va arriver de ce côté-là. Je pense que de prime abord, puis on en parlait plus tôt, mais je pense que les rencontres là, qu'il faut avoir, s'asseoir autour de la table, puis commencer à se poser des questions sur quels sont les impacts potentiels, combien on envoie aux États-Unis, tu sais, quelle est la proportion de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, nos fournisseurs sont à quel endroit, tu sais, vraiment de commencer à sortir les informations, puis à débroussailler tout ça pour voir au final, lorsqu'on va le savoir, effectivement, quel est le tarif, il est appliqué sur quoi, bien, au moins on va savoir à quoi s'attendre. On va pouvoir développer des scénarios aussi par rapport à ça. Donc, je pense que c'est important de prendre cette première rencontre-là. Je pense que les gens les ont eues là, depuis les derniers temps. Je pense qu'ils ont eu le temps là, d'en discuter un peu à l'interne. Ça, c'est certain. Mais ils sont peut-être pas nécessairement très équipés. Et c'est ça que je constate aussi. On veut essayer de les guider dans qu'est-ce qui devient une information pertinente. Exact. Pour vraiment mesurer l'impact que ça va avoir sur leur réalité financière et autres. Donc, c'est une recommandation, puis tu en as parlé, c'est vraiment de savoir, OK, je suis où, moi, là-dedans? Mes exportations aux États-Unis, ça représente quoi de mon chiffre d'affaires? En dollars, ça représente quoi? Le 25%, si c'est sur l'ensemble de mes produits, ça représente quoi? Pour essayer vraiment d'évaluer ce que ça peut, j'allais dire jusqu'à quel point ça peut me faire mal. C'est vraiment aussi beaucoup ça, à quel point ça peut nous pénaliser. Oui. Puis même tout au long de la chaîne, hein, non seulement à l'intérieur de l'entreprise, des fois on a des fournisseurs qui eux-mêmes peuvent avoir de l'approvisionnement qui vient d'autre part, puis qui peut aussi avoir un impact derrière ça. Puis de l'autre côté aussi nos clients. Donc c'est aussi de regarder, oui, nous-mêmes, comment on est affecté, puis après ça, un peu la chaîne. Donc je pense de regarder tous ces éléments-là. Puis je pense que c'est le défi, c'est d'avoir accès à ces informations-là, de pouvoir les extraire, de prendre le temps aussi de regarder ça. Je pense qu'avec le sursis qu'on a eu d'un mois, il ne faut pas se retourner, s'asseoir sur nos lauriers. Il y en a qui étaient très contents de ça, oui, puis ils ont juste repoussé un peu l'exercice. Je pense que sans vouloir alarmer personne, il y a quand même une alerte sur on doit faire ça de façon assez rigoureuse, assez disciplinée pour pouvoir venir. Donc, si on revient au phénomène de façon un petit peu plus théorique, on a plusieurs scénarios. On peut être l'entreprise qui systématiquement a un grand volume de ventes aux États-Unis. Donc, les clients sont directement au cœur de ça. On va voir après, un peu plus tard, comment est-ce qu'on peut adresser cette question-là avec nos principaux clients. On peut être l'entreprise qui a son usine. Donc, je suis au Canada, mais j'ai une usine déjà. J'ai un site opérationnel. Mais je peux utiliser plusieurs fournisseurs canadiens pour me fournir ce que j'ai besoin. Donc là, j'ai un impact majeur aussi, même si je suis ailleurs. Et puis, je peux être une entreprise dont les fournisseurs clés ou les grands partenaires vendent beaucoup aux États-Unis et sont fragilisés. Puis je pense que ceux-là, on les a comme ignorés un peu dans l'analyse, mais il faut les identifier et puis il faut s'en rapprocher. C'est un peu ce que je dis aussi. Donc, si on les sent déjà un petit peu fragiles, ben c'est nous que nous mettons à risque aussi. Donc, il faut aller au cœur de la question puis discuter avec eux comment est-ce que eux envisagent aussi adresser ce sujet-là. C'est quoi la stratégie qu'ils ont en place puis comment on peut travailler mieux. Y a-t-il d'autres scénarios que j'oublie là, sur ceux qui sont directement impactés ou qui peuvent être directement impactés par ces hausses-là? Bien, c'est certain qu'il y a des projets d'investissement qui peuvent être aussi impactés, mais on va peut-être en parler un peu plus tard, le fait qu'il ne faut pas nécessairement non plus arrêter de tout investir, de tout faire au niveau de l'innovation, de la transformation aussi de nos entreprises, parce qu'on veut quand même garder cette innovation. Donc, les scénarios, effectivement, il y en a plusieurs. Puis les chaînes, bien, on le sait, sont de plus en plus interconnectées. Donc, je pense qu'il faut s'asseoir. Ça peut même devenir
un exercice financier aussi de regarder là, de ce côté-là, de dire ben, où vont nos acquisitions, nos produits, combien on met dans ces acquisitions-là, comment on est structuré aussi au niveau de notre département d'achat. Donc, est-ce que c'est des achats qu'on fait de façon un peu récurrente auprès de différents fournisseurs qui, finalement, on ne se rend plus compte de l'impact ou de la stratégie, l'impact stratégique que différents achats ont sur nos produits, sur la conception de certains de nos produits, parce que finalement, on les voit comme des fournisseurs avec qui on fait affaire de façon régulière et tout ça. T'sais. Là, on rentre vraiment dans le cœur de ce qui m'intéresse moi aussi, c'est connaître sa base de fournisseurs. Ouais. C'est pas juste le nom avec un code fournisseur dans un système ERP. T'as raison. Ça veut dire qui est important pour moi. Puis je dis toujours, souvent on entend fournisseur stratégique, mais je pense que la définition d'un vrai fournisseur stratégique, je sais pas à qui tout le monde le comprend pas nécessairement de la même façon, mais qui va faire la différence dans ton produit final pour ton client, qui va te permettre de rencontrer des objectifs aussi d'organisation et d'entreprise. Donc, si ça n'a pas été fait, je pense que le mot d'ordre actuellement, c'est de dire, OK, là, c'est sérieux, il faut que je les identifie. Puis tu as raison de dire que c'est par aussi ces relations-là qu'on arrive à des stratégies de réduction de coûts. Ouais. Parce que ça, on n'en parle pas tout le temps non plus. Hein? On parle beaucoup juste d'un bout de la chaîne. Mais l'entrant, là, celui-là qui fait finalement plus mal, bien, si on le maîtrise bien, si on est optimal dans nos coûts d'acquisition, bien, la marge, elle ne sera peut-être pas autant à risque. C'est toujours ça que je dis aussi. Donc, il y a des choses à faire par rapport à connaître ses fournisseurs. Puis il y a plein de stratégies. Ceux qui sont en approvisionnement le savent. Après ça, on les identifie. C'est quoi nos stratégies? Est-ce qu'on a besoin de nouveaux fournisseurs? Qui va nous accompagner là-dedans? Puis qui va nous... Est-ce que dans la compréhension des enjeux actuellement, malgré tout ce qu'on a entendu, malgré tout ce qu'on a pu lire, toi en particulier, est-ce qu'il y a des choses à soulever qui seraient passées en dessous du radar, qui peut-être semblent des détails un peu anodins, mais qui finalement ils sont des éléments très, très, très différentiels dans certaines organisations, qui les auraient mis en place peut-être ces actions-là? Il y en a ceux qui se démarquent en ce moment, puis pourquoi ils se démarquent des autres? Pourquoi il y en a qu'on rencontre qui sont pas du tout en mode panique, puis qui ont vu venir, puis qui disent « on va être prêts ». On n'est pas question. À risque. Mais à l'automne, on rencontrait des gens, on savait que ça allait venir. On savait que c'était sur la table. Oui, c'est ça, exact. C'est pas de nouveauté. Puis il y en a qui, oui, c'est correct, on s'est préparé, on a fait ci, on a fait ça. Puis comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui fait que dans une organisation, tu es capable comme ça de voir venir? Ben écoute, on n'a pas envie de revenir nécessairement à cette époque, là, mais on se rappelle la COVID. Là, ça a été aussi un moment assez qui a été transformateur sur plusieurs fronts. Là. Autant le fait que le télétravail était devenu plus normal, puis aussi, on n'a pas eu trop le choix de revenir un petit peu à nos plans de contingence, puis à nos stratégies de risque, puis etc. Fait que c'est certain que ces éléments-là ont été mis à jour il y a au moins 4-5 ans, là, maintenant déjà. Donc, certaines entreprises ont pris des actions concrètes là-dessus pour mettre en place des stratégies, non seulement à court terme, mais aussi sur le moyen et long terme, que ce soit au niveau des technologies, donc des outils technologiques qui favorisent la prise de décision. Ça, c'est certain que ça a été quelque chose qui a été quand même un élément important. Il y a certaines industries, certaines entreprises, évidemment, qui étaient dans des secteurs peut-être plus porteurs, qui leur ont permis aussi d'investir dans des usines, par exemple, aux États-Unis, qui aujourd'hui, tant mieux pour eux, parce qu'ils peuvent même agrandir peut-être leur usine. Ils se démarquent de leur concurrence, donc ils ont déjà pris les devants de ce côté-là. On a parlé aussi beaucoup d'acquisitions aussi au fil du temps. Là. Il y a eu une restructuration aussi du marché, parce qu'on était beaucoup on est passé du just-in-time au just-in-case, puis là, on avait des inventaires un peu partout. L'argent était pris dans les inventaires. Les 3PL, il y en avait partout, puis là, à un moment donné, on est revenu à quelque chose de plus stable. Donc là, il y a des entreprises aussi qui ont eu à développer des stratégies de plus de flexibilité, si on veut, des adaptations aussi. La réflexion aussi beaucoup sur, OK, on a besoin peut-être de trouver des fournisseurs qui sont plus locaux,
Et des partenaires, tu sais, juste pour revenir sur ton point tout à l'heure, là, l'aspect de partenaire, c'est beaucoup d'argent. Les budgets d'achat, ça représente beaucoup d'argent. C'est énorme. Qu'à 60%, d'un côté, là, tout ce qui est achat, puis ben, après ça, on va parler du transport aussi, qui c'est des coûts assez importants. J'aimerais ça qu'on en parle, parce qu'il y a peut-être des stratégies en ce moment aussi qu'on peut regarder, mais il faut que ça soit... En fait, s'il y a un message à travers tout ce qu'on va discuter, c'est que l'optimisation, elle se fait de façon continue. On ne parle pas d'amélioration continue techniquement seulement, mais la façon dont on a de faire les choses, il faut que continuellement on trouve une meilleure façon pour accélérer, pour être plus juste dans nos actions. Et tu as raison de dire que... Puis là, les gens vont dire, pas encore l'automatisation et pas encore la robotisation, pas encore l'innovation. Mais il reste, c'est pas juste des buzzwords, ça marche vraiment. Puis l'automatisation, en tout cas, vous êtes, GCL, vous êtes au cœur de ça pour un ensemble d'activités, d'opérations, mais il reste que c'est le nerf de la guerre, de mieux faire, plus vite. Je veux dire, on peut pas faire fi de ça, là. Non, effectivement. Puis, même chose aussi du côté des ressources humaines, que, bon, on parle de pénurie de main-d'œuvre, ces difficultés de recrutement. Bien, l'automatisation vient favoriser la productivité. Ce matin, on lisait dans la presse, là, le Canada est en retard niveau productivité face à des pays comme Scandinaves ou d'autres. Et puis, on a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Donc, il faut être capable de produire cette richesse-là aussi au pays. Donc, c'est une façon de le faire. Donc, de mieux utiliser les ressources qu'on a, c'est de regarder les informations qu'on a qui proviennent de solutions technologiques qui sont intégrées également, parce qu'on ne peut pas seulement mettre l'automatisation sans ce qui précède, effectivement. Donc, nous, on est beaucoup là-dedans, là, avec nos clients, de les accompagner dans ce plan-là. Puis c'est sûr qu'après ça, on va tomber peut-être dans du moyen-long terme, mais là, on est dans des stratégies court terme aussi, parce que dès que les décisions sont prises, qu'est-ce qu'on fait de ce côté-là? Donc, on doit aussi être capable de s'asseoir autour d'une table. Les exécutifs aussi, des organisations doivent être capables de prendre des décisions éclairées et de communiquer autant à l'interne, les employés, des décisions, par exemple, d'investir dans certaines technologies d'automatisation pour faciliter le travail des gens qui sont déjà là. Puis de l'autre côté aussi, peut-être d'intégrer la chaîne un petit peu plus pour justement réduire les risques. Je dirais que c'est probablement comme l'innovation, une question de culture d'organisation. Définitivement. Il faut que ça parte de haut, puis il faut que le push vers une meilleure automatisation ou une amélioration d'efficacité, peu importe les mots qu'on utilise, il faut que ça vienne. Il faut que ça vienne d'en haut, il faut que ce soit une vraie volonté. Puis il faut déployer ce qu'il faut. Donc, les budgets pour ça, puis donc, ce qui paraît être un investissement, je pense que le retour est quand même assez rapide. Oui, puis des fois, il y a des moments où est-ce qu'on voit ça comme un enjeu, un défi, mais qui peuvent aussi se transformer en opportunité. Il ne faut pas négliger ça aussi. On l'a entendu beaucoup des dernières semaines. Que ce soit par, je ne sais pas moi, une méthode de production qui permet de réduire les coûts de production parce qu'on est plus énergétique. Donc, en même temps, on a cette image auprès de nos clients, donc on est capable de se démarquer. C'est bon pour le marketing, On est capable de se démarquer, mais aussi concrètement faire un impact aussi. Et donc, d'avoir cette adaptation, cette flexibilité au niveau des marges, entre autres, sur nos produits qu'on vend à nos clients, puis de pouvoir trouver d'autres stratégies. Parce que des fois, les gens vont nous dire, comment je peux investir si en ce moment j'ai des défis... c'est pour ça il y a des actions court terme, mais il y a des actions qui sont à plus moyen et long terme, mais il faut quand même les amorcer, ces actions. Il faut bouger, il faut le faire, puis il faut le planifier. Et puis l'automatisation, tu parles de problèmes de main-d'œuvre. Tout ce qui est technologique, automatisation, ça attire la main-d'œuvre aussi. J'avais une discussion à un moment donné avec quelqu'un qui me disait, pour nous, c'était le jour et la nuit quand on a commencé à intégrer davantage ça. C'est comme ça arrivait, il est intéressé. Il faut être dans l'air du temps aussi. C'est faux. Là, on peut plus juste s'asseoir sur des procédés ou des façons de faire qu'on avait, qui ont mené à des belles croissances, il faut se le dire. Souvent, on rencontre des organisations qui ont eu des croissances phénoménales. Tu dis, ma foi, comment ils ont pu faire ça? Mais on peut juste imaginer ce que ça pourrait être avec juste un brin de Puis des emplois aussi qui sont plus intéressants aussi pour les gens. Pour la relève, on en parlait aussi. Ça, c'est plus effectivement intéressant. Puis les problèmes de main-d'œuvre, quand on est automatisé, quand on a les bonnes technologies,
bien, on peut aussi interchanger les ressources. C'est plus facile, Ouais. c'est moins pénalisant. Puis les concurrents le font aussi, donc à un moment donné, Ouais. si on ne prend pas cette voie-là, faut suivre un on peu perd du terrain. Ouais. Faut suivre un peu le truc. Si on revient à notre... j'appelle ça, moi, l'appel à la collaboration en ce moment. S'il y a un mot d'ordre, ça serait celui-là. Mais de tout type de collaboration. Hein. On parle de... Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, par exemple, la stratégie d'aborder nos plus importants clients aux États-Unis, s'asseoir et dire qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a vraiment ce coût supplémentaire-là pour vous livrer? C'est possible d'aborder certains clients comme ça, d'abord s'ils ont besoin de ces produits-là qu'on leur vend. Mais il faut commencer tout de suite. Il ne faut pas attendre que ce soit déjà en application. Il faudrait le commencer tout de suite. Exact. Puis on souhaite même que ça soit déjà le cas. Donc, on a déjà des bonnes relations avec nos clients, puis même du côté des fournisseurs aussi, que ce soit une relation si on est fournisseur de nos clients, justement, de co-développement de nouvelles innovations, de nouveaux types de produits, etc., pour garder cet avantage face à notre concurrence. Donc, je pense qu'effectivement, c'est de collaborer. Tu l'as dit, le mot d'ordre, collaborer aussi à l'interne avec tous les départements aussi de l'entreprise, parce que tout le monde est impacté au final par ça. Mais à l'externe, bien sûr, des deux côtés, que ce soit du côté client, que ce soit du côté fournisseur, mais aussi avec nos partenaires. Donc, on parlait tantôt de partenaires de transport, il y a différentes stratégies aussi derrière ça. Peut-être consolider certains volumes pour essayer de réduire nos frais. Il y a beaucoup de stratégies qu'il faut considérer et voir comment celles-ci peuvent s'imbriquer dans notre plan, parce que le plan, effectivement, il faut le dépoussiérer. Là, il y a la COVID, là, puis le mettre à jour, ça, c'est la réalité. Est-ce qu'on a le temps de le faire? C'est ça la question. En fait, avant que tout ça se mette en place officiellement, je ne sais pas s'ils vont avoir le temps de terminer toutes ces approches ou ces démarches-là, mais il faut les faire même si. C'est un peu ça aussi qui est important à retenir, c'est que il va y avoir des impacts, c'est sûr. Il n'y aura pas de miracle ou de solutions qui vont tout régler, mais il reste qu'il faut que la démarche d'optimisation puis d'amélioration, elle soit déjà partie, là. Je pense que ça, c'est important. Donc, collaboration, ça veut dire, c'est s'asseoir avec nos clients, dire, écoutez, est-ce qu'il y a de partage de coûts qu'on peut faire? On ne veut pas vous impacter de plein front. Même chose pour nos fournisseurs canadiens qui seraient nos fournisseurs sur nos sites aux États-Unis. Je pense qu'il y a aussi une discussion à avoir avec ces gens-là. Oui, puis des partenaires, tantôt on parlait, tu sais, toute la notion des incoterms, il y a des stratégies derrière ça. Bien, il y a des entreprises qui, bien sûr, vont utiliser des freight forwarders, des courtiers en douane. Ces gens-là, c'est leur travail aussi de vous conseiller sur quelle approche utiliser par rapport à la situation actuelle. Et puis, par rapport aussi au marché de façon générale, là, que ce soit sur les marchés financiers où ça bouge beaucoup, ça peut influencer les décisions des décideurs, des investisseurs. Donc, c'est aussi de prendre en considération tous ces aspects-là. Donc, de demander aussi à des gens qui ont ces compétences, s'entourer, je pense, d'experts aussi, qui peuvent peut-être amener un peu les bonnes pratiques là-dedans. Oui, puis tu as raison. Puis tu sais, là, je fais appel peut-être aux professionnels de l'approvisionnement qui sont responsables d'équipe ou qui sont sur eux repose aussi tout l'aspect de l'efficience opérationnelle, tu sais, d'assumer un certain leadership puis d'adresser la question directement avec les fournisseurs, qui seront impactés ou pas par ce qui arrive. Je dire, écoutez, on est dans cette situation-là. Puis tu sais, on essayait de lister une couple d'affaires qu'on pourrait... pour un peu nous satisfaire dans notre position à court terme. Mais tout, par exemple, la gestion des prix, la gestion des volumes, la question, je pensais même, est-ce qu'il y a des rabais qu'on peut négocier en avance, en tout cas les capturer à l'avance plutôt qu'attendre à la fin de l'année. Il y a plein de matériel dans nos accords sur lesquels on peut capitaliser aussi. Les termes de paiement, on en parlait aussi, ça peut soulager. Oui, tu fais référence au contrat aussi qu'on a signé à l'époque. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de rouvrir ces contrats-là? Encore une fois, peut-être de solliciter l'aide d'avocats ou de fiscalistes aussi pour aider à avoir différentes stratégies avec nos clients, surtout dans des situations comme celle-ci, beaucoup de parties prenantes impactées. Là, donc, tu as raison. Les gens sont plus ouverts des fois dans cette période-là. Il y a peut-être
tweaks qu'on peut mettre en place. Mais tu sais, commercialement, dire à un fournisseur, écoute, moi, si je vends plus aux États-Unis, je t'achète plus. Ou je diminue mon volume d'achat de moitié. On est tous les deux finalement dans le même bateau. Donc, on peut-tu s'aligner pour qu'au moins temporairement, le temps que... Donc, c'est ça. Donc, le message, c'est vraiment sortir de vos bureaux, rencontrer les gens, puis aller large dans l'écosystème. C'est surtout ça que je dis aussi. Il y a peut-être des clients importants, même impactés aux États-Unis, qui vont pouvoir avoir des solutions, surprenamment, à discuter avec vous ou des façons de faire qui vont aussi vous soulager sur certains aspects. Donc, faut pas hésiter à le faire. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme action aussi? On a parlé de logistique, transport. Évidemment, il y a des spécialistes là, qui sont vraiment très actifs dans ces domaines-là. Est-ce que dans le courant de la discussion sur la hausse tarifaire, il y a vraiment des éléments de transport qu'on peut retenir comme étant des pistes de solutions efficaces? Bien, il y a les stratégies de transport, il y a différents types de transport également. Aussi. Il y a comment est-ce qu'on effectivement répartit nos inventaires. Il y a des collaborations qu'on peut faire si on est du côté manufacturier. Donc, peut-être on peut produire peut-être une portion ou finaliser nos produits aux États-Unis avec des contract manufacturing, par exemple. Donc, trouver des entreprises qui ont de la capacité de production. Faire de l'assemblage, par exemple. Exact, faire de l'assemblage. Directement sur place, oui. Je pense que tu as amené aussi le sujet des zones franches. Donc, il y a différentes stratégies de voir est-ce que finalement nos produits peuvent ne pas être impactés par ces tarifs-là en utilisant différentes stratégies qui sont disponibles, qui sont peut-être pas habituelles, mais qu'on veut peut-être commencer à explorer. Mais ça, c'est intéressant, les zones franches, c'est là depuis toujours, mais c'est pas vraiment utilisé beaucoup. Hein? Non, puis les gens peut-être ne connaissent pas tant que ça. Transaction, mais c'est une zone extraordinaire. Tant que c'est là, t'as pas de tarif à payer. Là. Exact. Tant que c'est pas livré, tant que c'est pas sorti de la zone. Puis il y en a même qui ont optimisé ces zones-là pour faire de l'assemblage dans la zone. C'est quand même cool à explorer. Pour certains, ça peut être... Puis il y a des contracteurs, il y a des entreprises qui peuvent même trouver des terrains, construire, louer des bâtiments pendant une période temporaire ou même éventuellement peut-être plus long terme pour faciliter cette réalité-là. Je parlais avec différents organismes justement qui construisent des entrepôts, des usines, etc. Puis eux sont ouverts à ce genre de stratégie-là et ils tentent le terrain aussi avec les clients qui se posent des questions. Donc, ça peut être des stratégies aussi qui peuvent être considérées. Donc, que ce soit des bâtiments existants, ça peut être des bâtiments qui sont construits, mais de façon un peu plus standard, souvent un peu le genre qui permettent d'avoir accès à un endroit aux États-Unis pour peut-être passer outre différents tarifs. Non, mais c'est toutes des choses qu'il faut explorer. Puis, il va en avoir des bonnes qui vont s'appliquer, puis il y en a d'autres qui vont l'être moins, mais il faut explorer toutes les options. Puis la question de la zone franche, c'est quand même quelque chose que moi, je pense, on n'utilise pas suffisamment, même régulièrement. Il faut y aller. Il faut poser des questions. Bon, évidemment, il y a des certifications à obtenir. Évidemment, il y a un peu d'administration. Actuellement, je ne sais pas comment... le gouvernement, là. Ça, c'est sûr. En ce moment, les États-Unis, ils accueillent ce genre de demande-là autant qu'avant ou aussi bien qu'avant, mais je pense qu'il faut chercher à utiliser tous les outils, en fait, qu'on a à notre disposition. Puis, comme tu dis, les partenaires... les gros partenaires. Ils sont connectés avec les autres clients. Ils vont avoir des réponses, là. Puis s'ils n'ont pas, ils vont peut-être être en mesure aussi d'aller les chercher. J'aime ce que tu disais de sortir du bureau puis d'aller rencontrer les gens. Là, je pense que là, on n'est pas pris dans nos bureaux. Non, exactement, on n'est pas confinés, là. Exact, on n'est pas confinés. On peut aller voir les autres, se poser des questions, participer à des activités, à des événements, s'entourer d'experts aussi. Je pense que c'est des bonnes stratégies. Parler avec ce que font un peu les gens qui ont les rôles similaires dans d'autres organisations. On en a parlé plus tôt aussi, mais maintenant, on voit cette unité face même du côté canadien, les concurrents, tout ça. On essaie de faire front commun. Donc, il y a quand même cette mouvance aussi qui est intéressante à exploiter, je pense. On verra si ça va rester... oui, parce qu'on était un peu restés tous les deux sur notre appétit par rapport aux vraies conséquences de la pandémie. Malgré tout ce qu'on avait pu dire, il y a des choses qui se sont volatilisées. On avait des bonnes intentions, puis finalement,
je pense juste aux importations de l'Asie puis de la Chine. Non, on achète tout local. Il y en a encore beaucoup, là, d'importations. Oui, puis après, c'est sûr que, money talks, comme on dit, donc à un moment donné... Quand la nature revient normale, on a tendance à reprendre nos vieux patterns. Si je te demandais, Charles-Antoine, dans ce que tu as vu récemment, de faire un parallèle avec certains succès pendant la pandémie, est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent? Là, tu dis, OK, c'était sûr, ce client-là n'allait pas être préoccupé par ce qui arrive maintenant parce qu'il avait fait ça ou parce qu'il avait mis ça en place ou parce qu'il avait, là, inculqué une culture qui est complètement différente. Est-ce que tu as des exemples ou des secteurs d'activité que tu pourrais partager? Bien, il y en a plusieurs. Là, j'essaie de choisir les bons exemples, mais plutôt ce matin, je parlais avec quelqu'un plus au niveau des ressources humaines et sur l'aspect aussi des entreprises familiales, par exemple. Des fois, qui mettent du temps au niveau de la culture à se transformer puis à changer. Donc, par exemple, une entreprise qui avait plusieurs petits entrepôts, pas trop efficaces, puis après ça, on est allé vers des outils au goût du jour, donc des ERP, des WMS pour gérer les données, un nouvel entrepôt qui est mieux organisé avec les bons équipements pour se structurer. Et eux, par exemple, ils ont réussi à avoir des opérations beaucoup plus efficaces, à couvrir les périodes de pointe sans avoir à engager des employés, beaucoup moins de risques de santé-sécurité. Et puis, même eux sont en croissance. Donc, ils sont en train d'agrandir leur entrepôt, offrir des services, s'intégrer verticalement au niveau de la production aussi. Donc, ce sont des exemples. Puis, en plus, ils ont de la capacité supplémentaire. Donc, ils offrent des services d'entreposage à des clients ou à des fournisseurs qui auraient besoin de capacités supplémentaires. Donc, c'est des façons d'aller chercher des revenus supplémentaires pour garder cette marge, même en période de problématiques, de difficultés. On en parlait plus tôt, c'est ça, les entreprises québécoises, des fois, vont avoir un petit peu plus de, des marges un peu plus minces. Donc, dès qu'il y a des enjeux ou des problématiques, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, on veut essayer de se positionner. Donc, c'est un bel exemple d'une relève qui a fait, dans le fond, la démonstration auprès de la famille, les propriétaires de l'entreprise, au final, pour se moderniser, innover dans leur façon de faire et se positionner comme un acteur important face à leur concurrence locale et, on va dire, canadienne, parce qu'ils font aussi partie, par exemple, d'un regroupement d'achats. Donc, ils ont pu avoir cette visibilité-là aussi au sein des autres partenaires de ce regroupement d'achats-là parce que, les projets d'investissement de la sorte, ça se parle aussi. Ça aussi, en ce moment, ça peut être une option de regarder où est-ce qu'il y a des regroupements d'achats qui sont pertinents aussi pour nos secteurs d'activité parce que je reviens encore, ta marge, ça va être ton coût initial qui va la déterminer. C'est pas juste la hausse tarifaire qui va la gruger, mais tu sais, on n'arrête pas de répéter ça, donc il faut trouver des façons de... Puis c'est vrai que les regroupements, on les voit de plus en plus. Puis partager aussi de façon non formelle. Partager des idées. Toi, ça a marché, toi, ça n'a pas marché. Pourquoi? Je pense que ça aussi, ça a toute sa place. Mais il faut faire la place à ça aussi. Oui, bien écoute, ça, c'est un élément très important. Puis ça revient peut-être au point que tu as dit tantôt de sortir de son bureau. Nous, on se fait un point d'honneur de mettre en valeur la fonction logistique, la fonction chaîne d'approvisionnement au sein des organisations depuis maintenant 40 ans. Et on organise 2 grands événements annuels où, justement... Il y en a un qui s'en vient, hein? Bien, c'est ça. Il y en a un qui arrive le 11 avril qui s'appelle Performance Supply Chain. Et il y en a un autre là, qui est plus près de l'hiver là, pour ce qu'on appelle, dans le fond, le forum logistique. Donc, c'est 2 moments privilégiés pour les professionnels de la chaîne d'approvisionnement logistique de venir échanger, présenter des projets d'envergure qui ont été réalisés. D'ailleurs, celui du 11 avril là, va être sur le thème un petit peu là, des tarifs ou dans le fond, ce que les entreprises ont pu faire par le passé pour se préparer à des situations de la sorte. Puis on parle beaucoup, tu l'as dit plus tôt, on parle beaucoup de technologie, on parle d'automatisation, on parle d'investissement, on parle de, faut pas oublier de garder cette avancée au niveau technologique ou innovation pour rester concurrentiel sur les marchés. Puis sinon, c'est comme on disait plus tôt aussi, peut-être si on est capable de se démarquer assez pour aller aux États-Unis, avoir des plans d'exportation qui sont bien développés, on est supporté, et après ça, on ouvre des marchés, ça nous permet de, comme je dirais, de ne pas avoir tous les œufs dans le même pays, là, pour pouvoir avoir un petit peu de capacité. Non, mais c'est exactement ça. Donc, c'est un mindset, hein? Puis je sais que la gestion des risques, par définition,
chaîne d'approvisionnement, c'est pas toujours le point fort. Oui, les gens trouvent ça plate, c'est normal. Mais c'est ça, pareil. Hein? Tu sais, dans le temps de la pandémie, c'était vraiment les risques de tout ce qui était perturbation qui nous empêchait de produire, mais les risques qui sont omniprésents. Je pense qu'il faut développer aussi cette espèce d'esprit d'analyse constant pour repérer nos risques tout le temps dans notre écosystème, pas juste dans notre boîte aussi. Il y a ça aussi, il faut avoir les yeux aussi à l'extérieur. Puis tout part des données, hein, au final. Des fois, on prend des décisions un petit peu avec le gut, j'aimerais le ça feeling. qu'on en parle des données. Mais il faut revenir aux données, puis c'est souvent là où est-ce qu'on va utiliser des outils qui vont nous permettre d'avoir cette visibilité-là. On va parler des... Moi, là, quand je parle des Sales and Operations Planning, là, le processus de planification de la demande, le processus de la planification de la production, la révision de la capacité, cet exercice-là, au final, quand on y pense vraiment, c'est faire en sorte d'asseoir des gens qui ont des pouvoirs de décision sur l'entreprise comme telle, surtout l'usine, ensemble, dans une même pièce, en regardant des données qui sont justes, qui sont fiables, et qui prennent des décisions ensemble sur les mêmes données. Souvent, on a les fichiers Excel à gauche, la perception des ventes à droite, etc., les subtilités ou la subjection de la perception, ce que les gens peuvent avoir comme visibilité, de « Oh oui, ça va se vendre » ou « Non, non, non ». Mais donc, c'est d'arriver ensemble, c'est de faire ça. Ces données-là, c'est vraiment du pouvoir. Puis je pense à plein d'exemples où tes données sont organisées, les scénarios, les simulations, ça aussi, on en parlait. On est capable de faire ça à l'espace de quelques minutes. Puis combien utile quand tu vas rencontrer ton banquier. Aussi, ça, je dis, ça, là, c'est un outil qui est assez puissant. Quand tu as l'air à savoir où tu t'en vas, j'ajoute aussi la donnée achat, parce qu'elle n'est pas toujours traitée au même titre que les autres données opérationnelles. Toi, tu le vois. Mais la donnée achat, je dis juste, c'est une nerf de la guerre. C'est là que ça commence. Puis tout le reste va s'aligner aussi, et inversement. Donc, de ne pas hésiter à collecter les bonnes données, parce que souvent, on me dit, bien, quelles données je regarde? Mais il y en a plein de données achats à regarder qui sont utiles et pertinentes. Puis l'alignement avec les prévisions de vente, les prévisions de production, c'est là où ça devient, ça fait du sens. Puis là, on sait un peu plus où on s'en va. Puis il y en a peut-être qui nous entendent en ce moment puis qui se disent « Ouais, mais là, un projet d'implanter une solution ERP, c'est long puis c'est complexe. » On est d'accord, mais il y a des données... C'est pas de ça dont on parle. On parle pas de ça parce que peut-être à moyen long terme, c'est une bonne idée. Mais il y a des choses à faire à court terme pour se structurer. Puis on le voit beaucoup, des outils qui font partie là, des environnements des entreprises comme des outils de Power BI pour intégrer des données, les centraliser. On le fait beaucoup avec nos clients, de donner des tableaux de bord, prendre des décisions. Puis ça peut même être au niveau opérationnel, c'est-à-dire que dans des périodes de pointe, je suis capable de savoir où déplacer mes employés dans des zones. Mais à l'inverse, je suis capable de voir aussi mes tendances de vente, donc d'approvisionnement, d'achat, de développer des stratégies aussi sur différents types de produits. Est-ce qu'on est dans des consommables au niveau Kanban, puis c'est bien correct, puis je n'ai pas besoin d'avoir de détails, ou c'est dans des produits très, très stratégiques, critiques. Puis là, il faut faire des rencontres avec nos fournisseurs. Est-ce qu'on les fait? C'est quoi nos indicateurs de suivi? Ah, c'est ça? On les fait pas, mais tu sais, je vais pas te surprendre en disant qu'on m'a raconté, moi, de la part de dirigeants, là. On parle de dirigeants qui dépensaient des millions avec certains fournisseurs, mais qui n'avaient jamais rencontré. Mais c'est ça. C'est ça, la réalité PME. C'est là où aussi. On se retrouve. C'est ça, il faut changer ce paradigme de oui, je dépense, mais je les connais pas. Puis j'aime bien faire le parallèle avec la gestion des ventes et tout ce qu'on met en place pour bien accompagner nos clients. On connaît nos clients, on connaît leur date de fête à nos principaux clients, on connaît tout leur environnement familial. C'est un bel exemple. Mais nos fournisseurs, c'est comme, c'est qui, il est où? OK, ben j'ai besoin de ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose. Mais j'observe que ça commence à changer. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas encore fait tout le progrès qu'on devrait sur ces aspects-là. Puis les fournisseurs, c'est nos alliés, en fait. C'est toujours ce que je dis. Quand ça va mal, si tu as entretenu ta relation, ils vont être là pour toi. Ceux pendant la pandémie qui avaient fait ça, ils sont aperçus à quel point ça servait. Et il faut le faire, mais de façon durable. C'est du développement de fournisseurs. Puis remettre en question. Là, on est vraiment dans des pratiques très de base de l'approvisionnement. Ben oui, c'est ça. Remettre en concurrence. Mais là, exact. Pourquoi ça fait 10 ans que tu es avec le même fournisseur? Mais parce que les gens l'aiment bien, puis... Oui, mais le marché change. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Il y a des startups qui vont peut-être pouvoir contribuer à des choses qui sont importantes pour toi. Donc, ouvrir aussi au marché. On ne le fait pas assez systématiquement, puis on se prive
selon moi, beaucoup d'opportunités intéressantes. Oui. Puis tu parlais de culture, d'innovation, mais elle va aussi jusqu'à nos fournisseurs aussi. Est-ce qu'eux innovent? Puis c'est quoi le niveau? C'est quoi leur vue, leur plan pour le futur? On travaille avec des clients en ce moment, ils vont choisir un grand fournisseur là, de technologie, puis ça va être pour leurs usines dans le monde. Ben, ils passent à travers cet exercice-là déjà. On commence avec ça, mais après ça, est-ce qu'on le revoit dans le temps, puis dans des périodes plus houleuses, là, où il y a des enjeux comme ceux qu'on vit actuellement. Donc, c'est peut-être des éléments à ne pas oublier, puis peut-être prendre le temps. Hein. Des fois, c'est ça qu'on se dit quand on gère les opérations quotidiennes, nos achats, on n'a pas le temps, mais d'essayer de trouver une place pour le faire. On revient encore aux outils et à l'automatisation. Ben oui, c'est ça. Si je suis pris dans mes transactions, je n'ai pas le temps de faire ce genre de démarche-là. Fait que si j'ai des outils qui augmente mon efficacité par 30, par 40, 50 %, je dégage du temps là, pour faire ça, sans nécessairement augmenter mon staff. Parce que les mêmes ressources peuvent faire des choses, puis drôlement plus intéressantes aussi. Mais ça aussi, je sens qu'il y a une volonté d'améliorer ça, mais c'est juste le push, la décision de le faire. Là, on n'a plus de temps. Là, il faut le faire. On est un peu au pied du mur. Là, puis aussi, c'est que, bon, là, on est dans une période, bon, peut-être aussi, on se pose des questions, c'est correct. Il y a des entreprises qui vont avoir ces plans-là d'investissement aussi, qui vont être prévus, puis qui vont faire l'exercice budgétaire, puis qui vont se reposer des questions, puis c'est une bonne chose, puis après, c'est de voir juste dans quel détail ils vont. L'autre élément, c'est de voir quelle est l'attente aussi du retour. On voyait beaucoup dans le temps, on achète des technologies, on veut un retour très, très rapide en termes d'années, mais des fois, peut-être il faut se donner un petit peu plus de temps. Puis c'est là que travailler peut-être avec l'équipe des finances, la comptabilité, pour voir peut-être répartir cet amortissement de différentes technologies, que ce soit de l'automatisation ou plus des logiciels, d'une autre façon, pour faire en sorte que peut-être l'impact sur le coût de nos marchandises vendues, puis aussi tous les autres éléments qui entrent en jeu là-dedans, peut-être ont moins d'impact ou vont pouvoir être un avantage concurrentiel demain. Avoir des attentes un peu plus raisonnables sur ces investissements-là. Puis effectivement, l'innovation, c'en est un. Puis en ce moment, je pense à ça, est-ce que, soyez créatifs dans le service, par exemple, que vous offrez. Ça peut venir justifier une hausse de prix. Je pense qu'il y a plein de façons, si tout le monde travaille ensemble, puis les gens aux ventes et ailleurs, on peut trouver des partenaires pour nous aider à combler certaines solutions aussi. Question quiz, en terminant. Toi, tu es dans une PME, tu es dirigeant d'entreprise, tu es professionnel de l'approvisionnement, c'est toi qui tiens un peu tout l'impact. Je dis toujours, moi, le professionnel de la pro, il tient un peu les marges entre ses mains. Quand on est jusqu'à 60 oui, c'est ça, c'est beaucoup de c'est là que ça se passe. Les salaires, l'électricité, c'est pas là où on peut changer grand-chose. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi les 2 principales actions? On va réduire ça à 2, mais... Là, en ce moment, si c'est pas déjà fait, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Mais si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'on leur dit? Bien, je pense qu'il faut faire l'exercice. Là, on parlait tantôt d'aller un peu dans les détails. Là. Je pense qu'il faut s'asseoir, regarder sont où nos achats stratégiques. Qui est en charge de ça aussi dans l'entreprise? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'on doit réorganiser aussi un petit peu la façon dont les portefeuilles d'achat de fournisseurs sont organisés? Est-ce que les dirigeants de l'organisation aussi comprennent bien? Tu t'en parlais plus tôt, c'est qui notre fournisseur là, numéro 1 ou alternatif peut-être, ce genre de choses-là. Donc ça, je pense que c'est un élément important là, d'aller prendre le temps de regarder ces informations-là, s'asseoir avec l'équipe de direction, le comité, présenter ses résultats, s'aligner, puis de prendre des actions. Aussi, prioriser en fonction de ces données-là, en fait. Prioriser dans l'ordre, puis vraiment s'assurer qu'on a un plan de ce côté-là. On revient, là, c'est plate à dire, mais ça nous prend un plan aussi. On peut bien paniquer puis y aller dans tous les sens, dans toutes les directions. Mais l'important, c'est de commencer par voir qu'est-ce qui nous affecte vraiment, nous, dans notre organisation, puis comment se structurer. Une fois qu'on a sous-pesé, si on est exportateur, on a sous-pesé ce que ça représente financièrement, cet impact-là sur nos ventes, c'est là qu'on peut dire, OK, il faut que je compense. Je vais chercher où cet équivalent-là? En fait, ça peut aussi nous donner une espèce de cible, en quelque sorte. Puis ça peut faire un beau programme avec nos partenaires fournisseurs. Écoute, moi, je suis impactée pourtant.
il faut que chacun des fournisseurs importants m'aide Exact. à atteindre cette cible-là. Ça peut être quelque chose de super marketing à faire aussi en ce moment. Aussi, fait que tu as ce premier point-là où est-ce qu'il faut comprendre puis éclairer la situation. Puis ensuite, le deuxième élément, qui est aussi un élément qui va faciliter la prise de décision, c'est peut-être de réaliser quelques simulations, quelques scénarios. Ouais. Parce que là, on l'a dit plus tôt, on ne sait pas encore exactement, donc comment on se prépare à ça? Donc, on établit différents scénarios avec lesquels on va pouvoir jouer à différents critères pour dire, bon, ben, si telle affaire arrive, etc. Puis là, ben, c'est là qu'on peut dire, bon, ben, on le voit, là, c'est qui notre plus gros problème, notre plus gros fournisseur qui est à risque peut-être, ou à l'inverse. Puis ça nous permet d'affiner notre plan, de donner, en fait, en charge à des responsables aussi dans l'organisation. Bon, mais il faut y aller, là, il faut prendre du temps, il faut le faire, il faut prendre des démarches. Puis si c'est pas, finalement, tu sais, t'en parlais plus tôt, si c'est pas 25% puis que c'est 10% ou bien c'est moins, bien au moins on aura peut-être moins d'impact au final, mais on aura déjà pris action, puis ça va être bénéfique au final. Tu sais, pas se dire « Ah, bon, on fera ça quand ça va arriver. » Oui, c'est ça. Ou bien « Ah, c'est moins pire qu'on pensait, fait qu'on garde le statu quo. » Je pense que non, il y a quelque chose qui est amorcé, là, puis il faut pas arrêter la roue, en fait. Il faut prendre les changements à la hauteur de ce qu'on est capable d'absorber aussi. Il ne faut pas se lancer dans toutes les directions en même temps. Je pense qu'il faut y aller projet par projet, puis lequel va générer le plus de bénéfices. Puis attirer tout le monde dans l'organisation sur ces plans-là aussi. Je pense que là, ça prend de la com à l'interne pour expliquer peut-être qu'il y a beaucoup d'anxiété, qu'il y a beaucoup de crainte. On parlait aussi des licenciements, que ça peut être une solution un peu trop facile pour beaucoup de dirigeants. On va licencier pour sauver nos marges. Il y a des éléments qu'on peut optimiser qui vont avoir un impact, puis on l'espère à long terme, sur des processus, sur des façons de faire, sur des structures, et sur même peut-être des petits outils qu'on peut mettre en place. Puis là, tantôt, je parlais pas nécessairement d'implanter des gros outils, mais vraiment de favoriser la visibilité, tu sais, effectivement. Pour même impliquer ces gens-là. Tu sais, on parle de communiquer, mais il faut leur demander aussi leur avis. Ces gens-là, peut-être, ont des bonnes idées au niveau des départements qui sont impliqués aussi dans l'organisation, que ce soit au niveau des achats, mais aussi des opérations, l'expédition. Oui, tout le monde a certainement des opinions sur certaines façons d'optimiser puis d'être plus efficace. Donc, si on résume, on est dans deux pôles. Il y a toute organisation qui veut faire des profits. On veut tout être rentable. On veut tout faire de l'argent. La journée où on n'en fait plus, mais on veut rester compétitif. Puis si c'est pas avec les États-Unis, parce que là, on mange nos bas, bien, si on veut développer d'autres marchés, d'autant plus, il faut être compétitif. Donc, de toute façon, il n'y a rien de perdu dans tout ça. Exact. C'est comme... on est rendu là. Il faut travailler là-dessus. Puis la façon dont on travaille, nos procédés, nos processus, nos façons de faire, va faire la différence, très certainement. Puis c'est de voir aussi comment on a prévu ces investissements-là, parce que les entreprises en ont des fois, effectivement, là, des plans qu'on veut mettre en place peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Bien, c'est de le structurer peut-être différemment cette fois-ci, ou d'aller chercher l'avis de nos banquiers et de revoir aussi ces calculs-là à l'interne pour définir effectivement si peut-être dans la situation actuelle, c'est de revoir la façon dont ça a été structuré, de l'allonger dans le temps. Est-ce que tu dirais, par observation, que, pas tous, mais que beaucoup de dirigeants qui sont dans leur environnement puis qui ont un peu de difficulté à laisser intégrer ou discuter ou ouvrir sur certains sujets avec un grand nombre de personnes, ça peut devenir aussi, parce que je me rappelle juste de certaines discussions sur l'aspect stratégique, par exemple, avec des fournisseurs. Et il y avait une barrière, carrément, où l'entrepreneur disait « Oui, mais je ne vais pas tout divulguer mes informations stratégiques. » Bon, probablement, il y a des contrats puis il y a des façons de pallier à ça, mais c'est pas toujours naturel de parler ni de ses problèmes ni de ses plans. Et je disais toujours « Oui, mais si c'est pas c'est quoi ta stratégie de développement, fournisseur, il pourra pas te proposer rien pour t'aider. » Donc, ouvrir aussi, mais là, on est dans le test ultime pour faire ça, là, à tous les niveaux, que ce soit dirigeant, que ce soit responsable à pro, mais il faut ouvrir, puis il faut arrêter de se sentir vulnérable aussi dans ces discussions-là. Oui, puis je pense que c'est un peu chacun de son côté. Hein? Oui. Les deux côtés doivent un peu participer à cette démarche-là. Peut-être co-développer des solutions, innover ensemble.
ça peut être effectivement des bonnes approches. J'aime le point que tu amènes sur la notion de peut-être pas vouloir partager. Il y a des façons de le faire peut-être aussi. On peut se protéger, là. Il y a des accords qu'on peut signer puis tout ça, mais c'est pas naturel. Non, c'est vrai. Puis des fois aussi, c'est que l'information qu'on a, quand on la retravaille ou la représente différemment aussi, elle peut être intéressante aussi. Elle peut parler d'une autre façon. Souvent, on va le voir avec nos clients, on va leur demander des détails de transactions qui, pour eux, n'ont pas trop de valeur parce que c'est des transactions, tant de commandes envoyées, tant de commandes achetées, etc. Mais la façon dont on va le présenter peut venir avoir un impact ou même faciliter les échanges, les discussions. Ouais. Hey, regarde, ça peut devenir attractif. Regarde la tendance avec ta collaboration avec toi ou effectivement. Puis là, ça peut aider à des discussions peut-être plus stratégiques, de collaboration, de co-déploiement. Aller plus loin dans nos... Fait que c'est peut-être ça qui peut aussi aider, plutôt que de dire, là, je ne vais pas y montrer juste... Mais non, je ne vais pas dire c'est quoi ma stratégie pour les 3 prochaines années. C'est ça. Il y a trop, malheureusement, il y a trop de... Moi, j'entendais des projets comme ça qui étaient finalement des échecs parce qu'on n'avait pas mis son écosystème à contribution puis partagé une information utile. Un exemple, c'était pour développer des nouveaux marchés. Puis là, on va rentrer dans cette dynamique-là. Là. C'est ça, là. Mais là, la chaîne, il faut qu'elle suive. Là. Si tu veux développer des nouveaux marchés ailleurs, il faut que tu t'assures que les joueurs importants te suivent dans ta démarche. Là. Tu ne vas pas leur donner ça au compte-gouttes parce que ça ne fonctionnera pas. Ou tu seras plus compétitif, ou etc. Donc, c'est un temps c'est un temps d'angoisse pour beaucoup, d'anxiété, mais en même temps, c'est énorme en opportunités de toutes sortes. Puis il faut essayer des affaires. S'il y en a une qui ne marche pas, c'est pas grave. Faut en essayer plusieurs. Puis on le voit beaucoup même là, je m'en vais dans un autre sujet un petit peu, mais qui rejoint, on parle d'opportunités. Toute la notion de transition écologique et de parcours, bien, il y a des opportunités de ce côté-là avec toutes les parties prenantes de notre environnement, là, justement, les fournisseurs, les partenaires, etc., qui eux aussi, des fois, ont des stratégies en ce sens, qui peuvent au final aider le bottom line, c'est-à-dire, hey, regarde, moi, j'ai une technologie, le fournisseur, peut-être, il va peut-être te partager ça, te dire, hey, j'ai une nouvelle technologie qui va pouvoir t'aider, ou ton fournisseur de machinerie aussi. C'est souvent qu'on pense ce genre de choses. Ben, c'est ça, tu sais. Puis chacun veut innover, chacun veut... Puis là, c'est certain que si on achète de la machinerie de pays étrangers qui sont dans le top des pays productivité élevés, ben c'est certain qu'eux, peut-être, vont pouvoir t'amener des innovations. C'est sûr. Et là, ainsi de suite. Donc, ça entre dans la chaîne, si on veut. Donc, ça, c'est un très bon point, effectivement, de se re-questionner aussi sur comment est-ce que, non seulement au niveau de mes façons de faire habituelles, mais de repenser au niveau de l'utilisation de mon énergie, de ma consommation, puis de trouver aussi des investissements, des partenaires. Tout ce qui nous rend innovants, qui nous rend plus efficaces, qui nous permet de réduire des coûts. On est all-in dans ces solutions-là. Puis au-delà de diversifier vos marchés, qu'on entend depuis 3 semaines, il faut juste savoir que c'est pas juste de diversifier son marché. Là. Il y a toute une mécanique à mettre en place pour y arriver de façon durable et efficace. As-tu un dernier mot avant qu'on termine? Alors, on voulait rassurer aujourd'hui un peu. Il n'y a pas de miracle, mais c'est pas nécessairement catastrophique. Bien, je pense que, comme on l'a dit, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder les faits, comment on est impacté, puis de se préparer à ce qui va arriver, là, parce qu'on n'a pas encore les détails concrets, mais on sait que ça va arriver. Ouais. Donc, je pense que c'est bien. J'ai apprécié quand tu as mentionné de sortir du bureau puis d'aller voir un petit peu ce que font les autres. Donc, peut-être se retrouver le 11 avril. Bien, le 11 avril, en tout cas, moi, j'y serai, c'est sûr, mais je pense que c'est des rassemblements comme ça qui fait que... On a le pouls un peu, tu sais. On se sent moins tout seul. Ben ouais, c'est ça. Puis on voit qu'il y a des solutions qui ont marché pour d'autres. Fait que même si c'est pas la solution complète qu'on achète là, d'une certaine façon, ben on est peut-être inspiré par un petit bout de la solution. Moi, je dis toujours, quand les gens viennent à l'événement, c'est de repartir au moins avec une idée. Ouais. Une idée que je vais pouvoir appliquer demain. C'est juste ça. Ouais. Puis aussi, de parler avec au moins 5 personnes, là, tu sais, juste échanger, puis de voir, hey, toi aussi, tu le vis, moi aussi, puis c'est ça, de sentir qu'on n'est pas seul. Non, c'est puis d'avancer des idées aussi, puis d'aller plus loin, je pense que ça fait partie de la rencontrer certains experts aussi qui vont pouvoir nous permettre de mettre en place des choses plus rapidement. Oui, c'est ça. Des fois, on manque de temps, donc d'avoir une équipe d'experts qui peut gérer un projet, de le faire avancer,
Parce que si on se dit, mon Dieu, mon équipe, elle n'a pas le temps, etc., oui, je comprends tout ce qu'on a dit. C'est plus un obstacle maintenant, non, c'est ce que je dis. On peut plus dire, non, on n'a pas le temps de le faire. Non, c'est plus un obstacle. T'as raison. Fait que je pense que c'est une belle façon de le faire. Fait que, bon, c'est beaucoup de points, mais je pense qu'effectivement, les gens le comprennent, hein, c'est de se faire un plan, de revenir à l'essentiel, de collaborer. Je pense qu'on en a parlé beaucoup. Puis ensuite, de donner la clarté à toute l'organisation du côté de l'exécutif, à l'interne et du côté des fournisseurs et des clients pour que tout le monde travaille ensemble. Je pense que ça va être la clé un petit peu pour faire face à tout ça. Moi, je persiste à dire qu'il y a le pôle de développer de nouveaux marchés pour ceux qui sont très dépendants des États-Unis. C'est pas tout le monde non plus, c'est ça. Mais il y en a qui ont un gros chiffre d'affaires qui passe par là, veut pas. Donc ça, oui. Mais réduction des coûts de toutes les façons. De toutes les façons possibles. Moi, j'ai envie de dire ça. Passer dans toutes les fonctions, puis pressuriser, puis changer nos façons de faire. Re-questionner ce qu'on fait. Mettre en place des nouvelles façons de faire. Moi, je dirais même aussi beaucoup impliquer les gens là, qui le font au quotidien. Souvent, ces gens-là ont des très bonnes idées. Puis après ça, c'est de les intégrer dans un plan, puis de le faire avancer. Ouais. Puis rapidement, là, il y a des choses qu'on peut faire assez rapidement. Là. Tu sais, tantôt, je parlais des tableaux de bord. Il suffit de quelques semaines, là, un mois, puis on a déjà des nouvelles infos avec une nouvelle lumière là, que quand on s'assoit ensemble à l'équipe de direction, on regarde ça ensemble, on dit « OK, wow, ça, c'est le fun. » On peut cliquer, on voit des détails encore plus. On peut voir les détails. On peut comprendre, on peut voir d'où ça vient. On est aligné plutôt que d'avoir des subjectivités de « ouais, mais je suis pas sûr ». Regardez, on le regarde ensemble, on peut prendre une décision éclairée ensemble. Ça aide beaucoup aussi à sentir qu'on on est autour de la même donnée, tout le monde. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi à développer comme cohésion. Puis comme, Donc, on vous souhaite à tout le monde de maintenir votre équilibre, rentabilité, compétitivité, malgré tout ce qui nous arrive. Mais il y a des moyens de travailler sur des solutions plus durables. Merci, Jean-Antoine. C'était un plaisir de discuter de ces sujets-là. Puis tu vois, on en a parlé après toutes ces semaines-là, puis j'ai l'impression que c'était différent quand même. Ah, j'espère. J'espère que les gens ont retenu des petits éléments, des petites différences, ou au moins que ça a allumé des petites idées dans la tête. Ça, oui, il faudrait que je fasse ça, ou je peux mettre ça en place pour essayer de prendre action. Puis pas non plus attendre nécessairement. Non. Je sais plus si c'est la date du 4-5 mars là, qui arrive, mars, mais regarde, peut-être qu'il y aura un report. Je pense même s'il y a un report, je pense que si c'est lancé, je pense que c'est ça le message. Le message, c'est de dire qu'il faut prendre action parce que des changements comme ça, il y en aura d'autres. Puis du leadership à l'échelle de chacun dans ce qui peut vraiment impacter directement. Merci beaucoup, ça a été super intéressant, Charles. Merci à toi, Claudine. Merci. On se voit le 11 avril. Avec plaisir. Merci. Salut. Vous avez apprécié cet épisode? Je vous invite à vous abonner à nos plateformes de diffusion pour découvrir plus de contenu.